Voilà, n'hésitez pas à vous installer. Bon, chers collègues, bonjour, merci de votre participation. Un jeudi matin, voilà. Donc, que, comme cette audition est ouverte à la presse, non pas de manière exceptionnelle, mais comme toutes les réunions de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, donc la presse peut prendre place, évidemment, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Donc merci, chers collègues, de vous être mobilisés un jeudi matin, qui n'est pas un jour habituel pour réunir la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Mais si nous nous réunissons ce matin, vous le savez, c'est parce qu'il y a une heure tout juste, la Cour des comptes a rendu officiel son rapport sur la gestion de Sciences Po entre 2005 et 2010, période sur laquelle elle a exercé son contrôle. De ce fait, avec le bureau de la commission, il nous est apparu intéressant, nécessaire, que nous soyons dans l'actualité de la publication de ce rapport de la Cour des comptes et que nous puissions, tout juste une heure après qu'il ait été rendu public, même si nous vivons dans une société très médiatique qui a amené inévitablement à ce que nous en ayons connaissance, parfois même avant qu'il ne soit définitif, j'ai souhaité que la représentation nationale, et plus particulièrement notre commission, puisse de ce fait se faire une opinion et interroger ceux qui sont en responsabilité, donc dans la responsabilité au niveau de Sciences Po. C'est pour ça que j'ai très grand plaisir en votre nom à accueillir M. Jean-Claude Casanova, président de la Fondation nationale des sciences politiques, et M. Michel Pébreau, président du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris. Et je remercie l'un et l'autre de leur disponibilité et d'avoir accepté très spontanément de rencontrer la représentation nationale. Alors, un propos peut-être liminaire pour que nous puissions être dans le contexte le plus actuel qui soit. Je n'ai pas besoin, chers collègues, de vous rappeler que Sciences Po est le nom générique de l'ensemble formé par la FNSP, la Fondation nationale des sciences politiques, et l'Institut d'études politiques de Paris, créé en 1945 pour succéder à l'École libre des sciences politiques. De ce fait, pour que notre audition puisse se faire de manière, je dirais, cohérente, et comme je faisais référence donc au rapport de la Cour des comptes, je crois qu'on vous en a distribué le résumé, ou tout du moins le communiqué de presse qu'a publié la Cour des comptes pour résumer le rapport qu'elle vient de rendre public. Ce communiqué de presse donc est en 3 points. Évoquant Sciences Po, il est indiqué que c'était une architecture institutionnelle atypique et une organisation complexe, sans doute due à la volonté, je pense que nous y reviendrons dans notre échange, de préserver l'autonomie de Sciences Po toute en l'intégrant au service public de l'enseignement supérieur. Le communiqué de la Cour des comptes pointe, selon elle, un développement rapide et des innovations nombreuses obtenues à un coût élevé, c'est le second point. Et enfin, troisième point, une gestion marquée par de nombreuses anomalies. Le communiqué de la Cour des comptes, d'ailleurs, résume peut-être à lui seul la teneur du rapport. Une forte ambition d'un côté, une gestion défaillante de l'autre. Voilà, presque un plan en 2 parties. Qui permet de voir que, sans doute, les magistrats de la Cour des comptes ont eu une bonne scolarité. D'abord, les points positifs à mettre évidemment au compte de ce qui a été le développement de Sciences Po ces 5 dernières années. Les effectifs de l'établissement ont quasiment doublé pour atteindre en 2010-2011 plus de 10 000 étudiants, donc 35% d'étrangers. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que nous savons, bien sûr, c'est-à-dire la priorité qui a été donnée à la diversification sociale et qui amène à ce qu'il y ait 26% de boursiers en 2011. De la même façon, l'activité de recherche a été fortement développée. Je vous rappelle également pour mémoire que les droits d'inscription sont modulables à Sciences Po en fonction du revenu en fonction du revenu des familles des étudiants.
Ça, c'était, je dirais, le point positif sur cette forte ambition qui a mobilisé Sciences Po ces dernières années. Alors, parallèlement, le rapport de la Cour des comptes pointe un certain nombre d'anomalies. Je les rappelle rapidement pour que nous les ayons en mémoire. L'absence du respect de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative au marché public, et notamment pour les marchés qu'a passé Sciences Po, la souscription d'un emprunt structuré dit toxique de 15 millions d'euros, potentiellement risqué, le système opaque de rémunération des salariés de la Fondation, des irrégularités multiples et récurrentes dans la gestion du service des enseignants-chercheurs, des dysfonctionnements dans la gestion et la déclaration des logements de fonction, l'instauration d'un système de rémunération de l'administrateur-directeur non maîtrisé, hors de proportion avec les rémunérations perçues en France par les dirigeants d'établissements d'enseignement supérieur comparables. Et enfin, le financement sur les ressources de Sciences Po, sans approbation du conseil d'administration de la Fondation, de la mission Lycée pour tous, confiée intuité personné au directeur de l'IEP, Richard Descoings, aujourd'hui décédé, par le président de la République, pas l'actuel mais le précédent, et n'entrant pas dans l'objectif de la FNSP. Voilà, je rappelle ces différents points, ils viennent d'être rendus publics. De ce fait, et je ne voudrais pas être trop long, la Cour conclut en disant Sciences Po a montré son dynamisme et sa capacité d'adaptation aux évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, sa gestion a été marquée par de nombreuses irrégularités, et de ce fait, d'ailleurs, la Cour pointe tout autant Sciences Po que l'État dans les responsabilités qui sont les siennes. Et de ce fait, la Cour invite aussi bien l'État que Sciences Po à prendre les mesures nécessaires pour assurer une réelle transparence dans la gestion de l'établissement et renforcer la cohérence de son pilotage opérationnel et de sa gouvernance. Et in fine, pour que vous sachiez tout, la Cour formule 19 recommandations et la troisième chambre de la Cour des comptes a décidé de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière de certains faits constatés et a transmis le dossier au parquet général à cette fin. Voilà donc, résumé, si j'ose dire, ce que la Cour a rendu public il y a juste une heure. De ce fait, mais je laisserai évidemment à Jean-Claude Casanova le soin de développer. Vous avez déjà été amené, Monsieur le Président, par une lettre que vous avez souhaité me communiquer, par un épais document qui fait référence. Vous avez déjà apporté votre réponse, notamment à Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notamment sur 2 points. Les nécessaires contrôles que les pouvoirs publics doivent pouvoir exercer sur l'emploi des crédits alloués à la Fondation, d'une part, et d'autre part, sur le fait de mettre en place des procédures et des règles transparentes et incontestables, et vous indiquez à la ministre qu'ils seront proposés donc au conseil d'administration que vous proposez, notamment concernant les rémunérations du personnel dirigeant de la Fondation. Donc vous êtes déjà, si j'ose dire, dans une réponse et dans des propositions que vous avez faites à Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, ce sera mon dernier point, évidemment, le décès de Richard Descoings a amené à ce qu'il y ait une nécessité, à terme, évidemment, de nommer un administrateur directeur pour le remplacer. Et de ce fait, aussi bien le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques que le conseil d'administration de l'Institut d'études politiques de Paris ont été amenés, comme vous le savez, chers collègues, à proposer le nom de M. Hervé Cress, pardon, j'en suis désolé pour lui, donc directeur des études et de la scolarité. Mais comme vous le savez, cette nomination est en suspens et n'a pas fait l'objet pour l'instant d'une nomination au Conseil des ministres. Comme c'est un arrêté. C'est un arrêté pour l'administrateur de la Fondation et un décret pour le directeur d'institut. D'accord. Très bien. Bon, je ne vais pas être plus long parce que vous connaissez beaucoup mieux la procédure. Arrêté et décret pour avoir et un administrateur et un directeur qui, jusqu'à présent, était une seule et même personne qui, à une exception près, je crois, a toujours été une seule et même personne. Voilà, j'ai déjà trop parlé, mais je voulais quelque part poser les bases de cette audition. Je remercie les collègues ici présents de leur
participation. Et je vous propose, bien entendu, de donner la parole peut-être à M. Jean-Claude Casanova, puis à M. Michel Pébroux. Et puis, j'aurai le grand plaisir, évidemment, chers collègues, de vous donner ensuite la parole. Donc, je vous renouvelle, en tout cas, nos remerciements. Et nous sommes très heureux que la représentation nationale ait quelque part l'exclusivité de vous entendre après la publication officielle du rapport de la Cour des comptes.